Mec, le deuxième anime de la saison avec un protagoniste méga surpuissant qui ne sait pas qu'il est surpuissant. Alors laisse un like et abonne-toi pour la partie 2, et passons à l'anime. Et au début de tout cela, un garçon Kurt évoque la situation d'un village régulièrement attaqué par un Fenrir, un monstre de niveau est capable de détruire une ville entière à lui seul. C'est précisément parce qu'il subit des attaques constantes que ce village a décidé d'engager l'équipe de Kurt, les crocs du dragon flamboyant, pour vaincre le monstre. Dès que le Fenrir apparaît, Bandana le poursuit, l'attache avec ses fils et le projette contre le mur. Mais Bandana est rapidement soigné par la guérisseuse de l'équipe, une prêtresse nommée Marlefis, puis reprend le combat, maîtrisant complètement le Fenrir. Voyant la créature immobile, Golnova, la guerrière flamboyante, passe à l'attaque et achève Fenrir d'un coup d'épée. Après avoir vaincu Fenrir, le groupe des crocs du dragon flamboyant commença à être considéré comme un groupe de héros par le village. Cependant, Kurt a l'impression que, dans son cas, les gens ne se souviennent généralement pas de lui, car Kurt est un enfant simple, sans pouvoir, qui fait partie d'un groupe de héros remarquables. Après une pause dans un restaurant du village, Golnova se plaint de la nourriture locale et demande à Kurt de lui préparer un bon repas. En entendant cela, Bandana rappelle à tout le monde que ce sera la dernière fois qu'ils auront l'occasion de manger un plat préparé par le garçon. Kurt ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire. Golnova le traite de lent et l'informe qu'il est renvoyé du groupe. Kurt lui demande alors s'il a fait quelque chose de mal. Golnova répond qu'en réalité, le garçon n'a pas fait grand-chose, étant totalement inutile lors du précédent combat contre Fenrir. De plus, Golnova ajoute qu'il n'est bon qu'à faire des bêtises. Après tout, il est même incapable de tuer un slim. Quant à Marlefis, elle explique qu'un groupe ne peut être formé que de 4 personnes maximum. Il faudra donc remplacer Kurt par un sorcier de haut niveau, car c'est seulement ainsi que le groupe pourra continuer à devenir de plus en plus fort. Après avoir été expulsé du groupe, Kurt a commencé à voyager sans but précis. Lorsqu'il se retrouve dans l'obligation de gagner sa vie, Kurt se rend dans une agence de placement de Halo, puis passe un bref entretien avec la réceptionniste. Mais dès qu'elle l'interroge sur son expérience professionnelle, Kurt sourit maladroitement et explique qu'il n'a effectué que quelques tâches simples pour le groupe d'aventure Flamin Dragonfang, le même groupe qui deviendra plus tard SS Rang. Bien qu'il ait été renvoyé du groupe, la réceptionniste le rassure en lui disant que cela compte déjà comme une expérience professionnelle et que, de plus, le groupe est apprécié, ce qui élargira les perspectives d'emploi de Kurt, simplement pour en avoir fait partie. Dès la fin de l'entretien, l'employé l'appelle pour passer le test d'aptitude. Comme chacun sait, les aptitudes sont des talents accordés par Dieu et ne peuvent donc être acquises autrement. Kurt est surpris par la possibilité de découvrir un talent caché en lui. Mais auparavant, l'employé l'informe que les aptitudes ont également des rangs, allant du rang G, sans talent, au rang SSS, le plus haut rang accessible. Après avoir réussi les tests d'aptitude, Kurt obtient le rang G à tous les niveaux, le considérant comme une personne sans talent pour le combat. La jeune fille l'informe donc que cette importante limitation rendra difficile sa recherche d'emploi. En entendant cela, le garçon tombe la tête la première sur la table. Déçu point cependant, l'employé lui rappelle qu'il pourrait encore occuper un emploi plus commercial. Après tout, elle n'a pas encore testé ses aptitudes pour des domaines comme la forge ou l'alchimie, car leur technicien est absent pour le moment et ne reviendra que dans une semaine. Cependant, Kurt lui répond qu'en réalité, il n'a presque plus d'argent et qu'il ne pouvait donc pas attendre longtemps. La jeune fille tente alors un autre test avec lui, demandant au garçon de soulever le sac de sable à côté d'eux. Ce faisant, Kurt utilise une grande partie de son mana, mais parvient finalement à soulever le sac de sable. La jeune fille lui annonce alors qu'il peut travailler comme ouvrier et lui parle d'une entreprise qui recrute. Kurt lui demande alors de lui écrire une lettre de recommandation pour qu'il puisse travailler dans cette ville. Dès son arrivée sur le chantier, Kurt se voit confier la tâche de réparer un vieux mur. Avant de partir, l'homme lui conseille de faire de son mieux. Après tout, on paie pour le travail effectué, et si Kurt travaille peu, il gagnera proportionnellement. Ressentant toute cette pression, Kurt s'investit pleinement dans le travail. Dès son retour sur le chantier, l'employeur constate avec stupeur que le garçon a réalisé un tiers du mur en seulement 3 heures. Il demande alors comment Kurt a réussi à bétonner les parties les plus hautes. Le garçon sort alors un morceau de bois qu'il a lui-même allongé pour atteindre les parties les plus hautes et explique l'avoir utilisé pour ce travail. Le voyant si inspiré par son travail, l'employeur lui demande combien de temps il compte encore travailler, et Kurt répond qu'il veut continuer à travailler une semaine de plus. En entendant cela, l'employeur le licencie pour la journée, mais le lendemain, Kurt améliore encore sa productivité en terminant une partie encore plus grande du mur. À ce stade, l'employeur le licencie définitivement, prétextant qu'il n'a plus besoin de venir, car Kurt a déjà effectué une semaine de travail en seulement 2 jours. En entendant cela, Kurt insiste pour continuer à travailler. Cependant, l'employeur lui rappelle que d'autres personnes ont également besoin de ce travail. Si le garçon continue à travailler à ce rythme, il finira par accepter des emplois auprès d'autres familles pauvres qui ont besoin de cet argent. L'employeur lui suggère donc d'aller travailler dans la capitale, car dans une ville plus animée, il aura beaucoup plus de travail. Cela dit, l'employeur paie Kurt pour le reste de son travail et quitte les lieux. Le garçon en déduit que l'employeur voulait simplement se
se débarrasser de lui, et c'est pourquoi il a flatté avant de s'enfuir, afin de lui rendre l'expulsion moins pénible. De retour à l'entreprise Halo, Kurt rencontre une jeune fille nommée Yulichia, qui se dispute avec l'un des employés, car elle veut embaucher un mineur et payer ses services en fonction de sa productivité. Et comme ils ne font pas ce genre de travail, la réceptionniste lui interdit d'embaucher les mineurs de l'entreprise. Remarquant toute cette agitation, la jeune fille qui parlait à Kurt s'approche d'eux et, après avoir entendu les conditions de l'entrepreneur, suggère à Yulichia de recruter des investisseurs pour développer la mine. Kurt, quant à lui, entend toute la conversation de loin et est prêt à travailler à la construction de la mine aux conditions de l'entrepreneur, même si elle risque de l'escroquer, car elle ne versera aucun acompte. Mais voyant que Kurt n'est qu'un garçon faible, Yulichia refuse de le faire travailler sur son chantier. Après tout, elle n'a pas confiance en l'idée de confier un travail pénible à un enfant simple, elle demande plutôt d'embaucher un costaud. Ensuite, l'employé de l'entreprise lui dit d'aller de l'avant, 10 pièces d'argent pour avoir engagé le puissant nain. Cependant, Yulichia, apprenant cela, déclare ne pas avoir cet argent pour le moment. Elle accepte donc l'offre de Kurt et l'engage pour construire la mine. Après que Kurt ait quitté les lieux avec l'entrepreneur, un employé tombe en heurtant les sacs de sable qui le bloquaient. L'autre employé lui explique alors que ces sacs servent à mesurer le mana des individus, et que plus un individu en possède, plus le sac devient lourd. Cependant, ces objets ne réagissent généralement pas lorsqu'une personne normale entre en contact avec eux, car il faut un niveau de mana équivalent à celui d'un sorcier de la cour royale pour les activer, ce qui explique précisément leur difficulté de manipulation. Cela dit, l'employé demande à sa collègue de sortir les sacs. Dès qu'elle tente de les soulever, la jeune fille trouve étrange que le sac soit plus léger lorsqu'elle le porte. Après tout, Kurt avait eu plus de mal à les soulever quand il faisait de même. Pendant ce temps, Kurt et Yulichia se dirigent vers une petite tente. Le garçon trouve étrange qu'il n'y en ait qu'une et le commente à voix haute. Yulichia, quant à elle, répond à ce qu'il attendait déjà. Elle compte dormir dans la même tente que lui. Mais Kurt, en entendant cela, lui répond qu'il ne peut pas dormir avec une jolie fille. Yulichia rougit de gêne, et Kurt, lui, rend la situation encore plus embarrassante en affirmant qu'il a beaucoup voyagé et vu beaucoup de gens, mais qu'elle reste la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Voyant qu'il n'arrête jamais de lui faire des compliments exagérés, Yulichia l'attrape par le col et lui dit d'arrêter. Elle lui explique également qu'elle est aventurière depuis l'âge de 10 ans et qu'elle n'est donc pas aussi belle. Le soir même, ils se rendent à la tente pour dormir. Yulichia surveille Kurt pour voir s'il serait du genre à l'attaquer, mais lorsqu'elle lui confirme qu'il ne fera rien, elle ferme les yeux et s'endort plus paisiblement. Le lendemain matin, à son réveil, Yulichia voit Kurt dormir dehors, ses vêtements rangés. Comprenant que c'est lui qui est responsable, elle le remercie de sa gentillesse. Elle décide alors de commencer à exploiter une mine dans les environs, mais apprenant qu'elle compte creuser au hasard, Kurt l'interrompt et se met à la recherche d'endroits plus propices à la découverte de minéraux. Ce faisant, il trouve une roche et, en la cassant, Kurt découvre un minerai cristallin. Yulichia est stupéfaite. Avec ce seul minerai, ils ont déjà atteint un tiers de leur objectif. Après avoir brisé les autres roches alentour, Kurt extrait une quantité importante de cristaux. Yulichia suggère alors de les vendre. Cependant, Kurt lui informe que les petits cristaux ne peuvent être vendus et décide de les transformer en cristaux magiques. Et après avoir dit au revoir, Kurt reste dans la forêt et Yulichia se rend dans une guilde pour vendre les cristaux magiques. Et quand on lui a demandé par qui alors qu'elle aurait fabriqué ces cristaux magiques, elle montre simplement un blason au garde, prouvant qu'elle travaille pour la famille royale. Voyant cela, le garde s'excuse et l'autorise à vendre les cristaux magiques. Yulichia demande alors à utiliser leur pierre de téléportation pour retourner plus rapidement à la capitale royale. En se rendant dans la boutique d'une amie, Yulichia tente de vendre l'un des cristaux magiques produits par Kurt. Soudain, son amie estime le cristal à 10 pièces d'or, laissant Yulichia stupéfaite. Elle vend alors les autres cristaux magiques de Kurt, obtenant un total de 500 pièces d'or. L'ami de Yulichia lui demande alors de ne jamais vendre ses cristaux ailleurs. Après tout, aucun autre magasin ne comprendra la véritable valeur de ces cristaux magiques, hormis le fait qu'ils ne seront utilisés à aucune fin importante. En plus de cette question, son ami demande également à Yulichia de lui dire qui a produit ce cristal magique. Mais face à cette requête, Yulichia refuse d'y accéder immédiatement. Elle a besoin de l'autorisation de cet homme pour lui révéler son identité. La jeune fille lui répond alors qu'elle lui donne un ordre. Étant magicienne de la cour royale, elle a donc le même statut qu'un comte honoraire. Face à ce chantage, Yulichia affirme qu'elle ne sert plus la famille royale et n'est donc plus tenue d'obéir aux règles de qui que ce soit. Sur ce, la jeune fille descend de l'Olympe et en tant qu'amie de Yulichia, lui propose de diriger un laboratoire royal de recherche sur les technologies magiques où il agira en tant que baron honoraire. Face à cette proposition bien plus convaincante, Yulichia accepte et se rend ensuite à l'entreprise Halo pour en apprendre davantage sur Kurt. Après avoir eu accès aux informations confidentielles du garçon, Yulichia décide de quitter les lieux. Avant cela, elle donne 499 pièces d'or à l'employé local et lui demande de remettre tout cet argent à Kurt dès qu'elle le verra. De plus, elle donne un ordre direct de la famille royale à l'employé de l'entreprise, lui interdisant de divulguer des informations sur Kurt qui ne lui sont pas destinées. Pour couronner le tout, à son retour dans la forêt, le garçon a simplement construit une maison en bois pendant son absence.
Et pendant le combat, Golnova désespère et envoie Marlefils soigne rapidement ses blessures, mais elle informe que ses forces s'épuisent déjà. Golnova se tourne alors vers le nouveau venu et lui demande d'essayer d'attaquer avec la magie du feu, mais le garçon affirme savoir comment faire et lui ordonne de faire demi-tour. Pendant ce temps, Bandana, debout de loin, observe le combat et constate que le groupe est déjà en ruine. De retour auprès de Kurt, il apprend qu'il dirigera un laboratoire royal de recherche sur les technologies magiques. Il lui demande alors pourquoi une telle mission lui est tombée dessus. Yurishia l'informe alors que la personne chargée d'analyser ces cristaux magiques est magicienne à la cour royale pour le plaisir, et que, occupant ce poste important, elle a décidé de le faire pour lui. Mais, après avoir entendu une information aussi surprenante, Kurt demande si cette jeune fille ne ment pas. Yurishia lui assure qu'elle est bien aussi importante qu'elle le prétend. Malgré cela, Kurt refuse l'offre, car il ne s'imagine pas occuper un poste qui le place au-dessus des autres. Après tout, il regrette toujours ses piètres performances au sein du groupe des Crocs du Dragon Ardent. De plus, Kurt lui rappelle que son travail actuel est là-bas. Cela dit, il lui demande si l'argent qu'elle a gagné grâce aux cristaux lui a permis de payer ses impôts. Yurishia répond que oui. Cependant, elle n'a pris qu'une petite partie de l'or reçu pour les cristaux magiques. Après tout, c'est lui qui les a créés. Yurishia l'informe donc qu'elle a déposé le reste de l'or sur son compte. Kurt répond alors qu'elle n'avait pas besoin de se donner la peine de faire tout cela pour lui. Cependant, elle s'oppose à ses dires et lui fait comprendre qu'elle n'accepterait jamais de prendre une telle quantité d'or pour un travail aussi trivial. L'entendant parler comme si elle avait affaire à une grosse somme d'argent, Kurt est perplexe, et Yurishia décide de changer de sujet et lui demande s'il souhaite continuer à miner. À ce moment-là, Kurt s'enthousiasme à nouveau et lui annonce qu'il a trouvé un endroit dans la forêt qui semble receler de bons minéraux. Voyant qu'il est prêt à continuer le travail sans même avoir dormi, Yurishia l'interroge, mais Kurt affirme qu'il a déjà dormi 6 heures, ce qui lui suffit amplement pour continuer la journée. Dès qu'elle entend cela, Yurishia s'inquiète encore plus, car le garçon a à peine dormi. Quant à lui, Kurt se souvient qu'il ne dormait que 4 heures lorsqu'il était dans le groupe des Crocs du Dragon Flamboyant. Il se sent alors coupable et promet de rattraper son sommeil supplémentaire. Enfin, lorsqu'ils arrivent à l'endroit indiqué par Kurt, il décide de la laisser creuser seule. Kurt retourne à l'endroit où ils ont trouvé les diamants l'autre jour et laisse cette zone fertile à Yurishia pour qu'elle l'explore seule. À la tombée de la nuit, après avoir creusé un trou géant dans la zone, Yurishia trouve un morceau de topaze géant et en déduit qu'elle pourrait en tirer environ 3 pièces d'or si elle demandait à Kurt de le transformer gratuitement en cristaux magiques. Mais peu après cette pensée quelque peu opportuniste, Yurishia réalise qu'elle exploiterait trop le garçon en lui demandant autant. Et lorsqu'elle se rend auprès de Kurt pour voir le résultat de son extraction, sa peur est encore plus grande lorsqu'elle découvre qu'il contient une boîte géante de mithril. Et, remarquant son air étonné, Kurt explique que ce minerai est très facile à trouver dans son ancien village, et que c'est pourquoi le village les jetait toujours dès qu'ils en trouvaient, car ils n'ont pas beaucoup de valeur là-bas. Et quant à Yurishia, elle dit que le mithril est en fait un minerai beaucoup plus précieux que l'or ou le platine lui-même. Elle est donc étonnée de voir qu'il y a un endroit au monde où il y a tellement de ce minéral qui le jette, considérant que le mithril est très difficile à trouver dans le monde entier. Tandis qu'elle rassemble ces détails dans sa tête, Yurishia demande quel minerai elle recherche, autre que du mithril. Kurt répond qu'il s'agit en réalité d'oricalque, le minerai légendaire connu sous le nom de métal des dieux. Voyant l'un de ces mineurs dans sa main, Yurishia est perplexe, car elle ignorait l'existence d'un tel minerai dans cette montagne. Kurt affirme alors qu'il est possible de l'extraire n'importe où. Cependant, Yurishia s'y oppose, persuadé qu'il est impossible de trouver de l'oricalque aussi facilement. Kurt explique qu'en creusant 7 km dans le sol, il devient de plus en plus facile de trouver ce minerai. En entendant cela, Yurishia se souvient qu'il n'était là que depuis une demi-journée. Elle est donc surprise de voir qu'il a réussi à creuser 7 km en si peu de temps et à remonter à la surface. Mais peu après, elle se souvient qu'il s'agit de Kurt et que pour lui, presque rien n'est impossible. Elle lui demande où est le trou de 7 km qu'il a creusé, mais Kurt lui répond qu'il l'a déjà comblé en seulement 8 heures. Soudain, le soleil se met à briller d'une autre direction. Yurishia regarde sur le côté et remarque qu'il a traversé la montagne, créant un tunnel reliant Samaela à la ville de Tekon. De retour de la mine, Kurt rencontre Bandana, qui lui apprend qu'elle ne fait plus partie des Crocs du Dragon Flamboyant. Elle se souvient du jour où Golnova a quitté un restaurant et a tout cassé, provoquant un énorme émoi parce qu'elle n'aimait pas la nourriture. Et comme Kurt lui manquait, il demanda à Bandana de le ramener, même de force. Bandana prit alors la pierre de téléportation de Golnova, affirmant qu'elle en aurait besoin. Cependant, elle n'avait plus l'intention de rejoindre le groupe, surtout après avoir vu Golnova acculé par les gardes qui pourraient bien l'arrêter pour la confusion qu'il avait semée au restaurant. En apprenant que Bandana a également été renvoyé, Kurt réalise qu'il n'y a aucune chance qu'il revienne un jour dans le groupe. Mais Bandana lui demande alors pourquoi il tient tant à ce groupe. Kurt lui rappelle alors qu'il est très reconnaissant envers Golnova de l'avoir accueilli. Bandana se souvient alors qu'une amie qui possède un studio a besoin d'employés, alors elle suggère à Kurt de l'aider. Et même s'il ne se croit pas très utile, Kurt décide d'y aller. Quant à Bandana, elle se tient en retrait, un sourire malicieux aux lèvres, et dit qu'être l'apprenti
partie de la grande sage ne sera pas une tâche facile pour lui. Elle explique ensuite que les ateliers sont des installations qui produisent et vendent principalement des médicaments, des épées magiques, des appareils magiques, entre autres. Quant au chef d'atelier, il est connu sous le nom de maître d'atelier, et bénéficie donc d'une autorité particulière concernant le développement et la distribution des articles. De plus, ces ateliers sont respectés et traités comme des vicomtes, en raison de leur importance capitale pour la nation. Et, revenant à Kurt, il se dirige vers l'atelier avec enthousiasme. Après tout, il ignorait l'existence d'un maître d'atelier dans cette ville. Dès son arrivée, il consulte la carte et se demande s'il est au bon endroit, car il semble que ce soit la maison d'une personne ordinaire. Kurt jette alors un coup d'œil à une pancarte à côté et voit le nom « Atelier d'Ophélie », ce qui confirme qu'il est au bon endroit. Dès qu'il sonne, Kurt est accueilli par une très jeune fille, qui le pousse à se demander s'il s'agit bien de la maîtresse de l'atelier. Et quant à elle, la fille en déduit qu'il vient de bien que Kurt ne connaisse pas les elfes. Il se demande si la maîtresse de l'atelier est bien elle. La jeune fille se présente alors sous le nom de Michelle Lalakota et explique plus précisément son rôle, précisant qu'elle n'est en réalité que l'assistante de la maîtresse de l'atelier. Kurt l'informe alors qu'il est là sur recommandation pour aider l'atelier. Michelle, ravie de découvrir qu'ils auront enfin de l'aide pour les tâches ménagères, l'entraîne dans la maison. Dès qu'il sent l'odeur, Kurt lui couvre immédiatement le nez. Michelle s'excuse alors et lui dit qu'il va falloir commencer par nettoyer le bureau. Voyant cela, Kurt comprend immédiatement que l'aide dont ils ont besoin concerne les tâches ménagères et non le studio, car après tout, l'endroit est vraiment en mauvais état. Quant à Michelle, elle s'excuse d'avoir laissé la maison dans cet état et dit qu'elle n'est pas très douée pour le ménage. Après s'être retrouvée seule avec ce désordre, Kurt se met au ménage et termine sa journée de travail en seulement 30 minutes. Après cela, il se demande quelle nouvelle tâche il devrait accomplir. Il se rend donc dans une chambre qu'il pense être celle de Michelle. Lorsqu'une voix l'autorise à entrer, Kurt ouvre la porte et se retrouve face à une autre fille qui se changeait à ce moment-là. Elle lui demande alors qui il est, et Kurt se présente et dit qu'il a commencé à travailler là-bas. La jeune fille lui dit alors que l'atelier Ophélia est allé au sous-sol. Kurt commence alors à regarder le symbole sur le ventre de la jeune fille, et comprend vite qu'il s'agit d'une malédiction. Il demande alors à la toucher, et lorsqu'il le fait, Kurt réalise que la jeune fille ne ressent aucune douleur lorsqu'on la touche directement sur le symbole sur son ventre. Il en déduit qu'elle s'est déjà habituée à la douleur d'essayer de le ressentir. Soudain, au beau milieu de l'interaction, son estomac gargouille, et Kurt décide de lui apporter quelque chose à manger. Pendant ce temps, Eurychia apporte le mithril à Mimiko pour qu'il l'évalue et découvre que tout ce minerai équivaut à 50 000 pièces d'or. En entendant cela, Eurychia commence à s'inquiéter pour la sécurité de Kurt, car s'il découvre sa capacité à localiser des minerais précieux, il pourrait subir un grave préjudice. Mimiko l'informe alors qu'au mieux, il sera kidnappé, mais qu'il pourrait même être tué. Cela dit, Mimiko se demande comment un garçon de son calibre a pu rester caché aussi longtemps. Eurychia lui répond alors avoir appris son renvoi du groupe des Crocs du Dragon Ardent. En entendant cela, Mimiko se souvient que le chef de ce groupe est désormais recherché. Poursuivant la conversation, Mimiko lui demande ce qu'elle compte faire de Kurt. Eurychia répond alors qu'elle souhaite le nommer maître d'atelier. Après tout, limiter ses actions sera plus sûr que de le laisser se faire remarquer autant. Cependant, Eurychia ne sait toujours pas comment le convaincre de suivre cette voie. De retour auprès de Kurt, il rencontre enfin Ophélie qui, découvrant sa rencontre avec la fille maudite, lui demande de ne parler d'elle à personne. Lorsqu'il se rend dans la chambre de Lise, Ophélie lui sert le repas de Kurt, mais dès que la fille prend la première cuillerée, elle tombe par terre. Ophélie en déduit que la nourriture a été empoisonnée par Kurt et cherche immédiatement un antidote. Mais avant qu'elle ne puisse quitter les lieux, Lise l'interrompt, se levant aussitôt et lui annonçant qu'elle est enfin guérie. Ophélie examine alors le ventre de la fille et constate que le symbole de la malédiction a disparu. Pendant ce temps, un homme mystérieux se rend chez son supérieur pour se lamenter que la malédiction a été levée. L'homme devant le serviteur se plaint alors que Lise doit être tuée de toute urgence. De retour auprès d'Ophélie, elle accompagne Lise chez Eurychia et Mimiko. À la vue de la jeune fille, ils reconnaissent Lise comme la troisième princesse et ne comprennent pas la présence d'un personnage important. Lise annonce alors son intention de découvrir l'identité du coupable et affirme n'avoir été sauvée que grâce à un garçon nommé Kurt. En entendant cela, Eurychia et Mimiko sont immédiatement stupéfaits par l'exploit du garçon, qui ignore totalement ce qu'il fait. Et en entendant que la bouillie préparée par Kurt était capable de détruire le après la malédiction lancée sur la princesse, Eurychia est stupéfaite et se demande si le garçon a accompli d'autres exploits depuis leur séparation. Quant au coupable de l'empoisonnement de la princesse, Mimiko en déduit qu'il s'agit d'un mage doté de relations importantes, ce qui lui permet de falsifier les protections du palais royal. Fort de ces éléments, Mimiko identifie 3 suspects, dont Sanova Riskatz, le premier général des forces expéditionnaires royales. Le deuxième suspect est Tristan Menolf, l'évêque de l'église polonaise, et le troisième, Isadora Arkmama,
la troisième reine de Sa Majesté royale. Après avoir dit tout cela, Ophélie informe tout le monde que Tristan aurait pu utiliser ses disciples pour altérer les protections de la chambre de Lise. De plus, la princesse rappelle que Tristan a libre accès au palais royal et qu'elle est donc l'une des personnes susceptibles de l'avoir maudit. Cependant, Lise se demande si Sanova aurait également cet accès. Eurychia l'informe que Sanova a également des liens avec la guilde des voleurs, experts dans le recueil d'informations, et qu'il pourrait donc avoir des membres de leur équipe à l'intérieur du palais royal. Et comme ils ont de nombreux suspects, Ophélie dit qu'ils auront du mal à identifier le coupable avec précision, du moins pour l'instant. Cela dit, elle suggère de tendre un piège pour trouver le véritable coupable. Puis Ophélie rappelle à tous que Lise a déjà 15 ans, ce qui fait d'elle une adulte dans ce royaume. Or, selon la coutume du royaume, elle doit quitter le palais pour s'entraîner pendant un an. Ophélie suggère donc de créer un atelier fictif avec un maître d'atelier de façade et d'y laisser Lise s'entraîner pendant cette année. Ce faisant, Ophélie pense que le coupable cherchera certainement à recueillir des informations sur le maître d'atelier et qu'à mesure qu'il cherchera à en savoir plus sur lui, il profitera de chaque démarche du suspect pour en apprendre davantage sur lui. Mais avant de mettre le plan à exécution, Ophélie annonce qu'elles devront préparer un exploit pour que le maître d'atelier fictif soit reconnu comme tel. Eurychia laisse alors un cristal magique exposé dans sa main, affirmant que c'est largement suffisant pour faire croire à un véritable maître d'atelier. En examinant le cristal, Ophélie est impressionnée par la qualité du produit et demande où elle s'est procuré un tel cristal. Eurychia surprend encore plus les filles en révélant que Kurt est à l'origine de la création de ce cristal. Pendant ce temps, Kurt se rend à l'atelier des elfes, mais la porte est fermée. Michel s'approche alors de lui et lui explique qu'après avoir vu Kurt la veille, son maître est simplement parti quelque part, sans préciser où il allait. En quittant les lieux, Kurt se retrouve sans nouvelle tâche à accomplir et se demande s'il a fait une erreur. Mais, entendant son estomac gargouiller, Kurt décide de laisser cette question de côté pour le moment et d'aller simplement acheter quelque chose à manger. Déjà au restaurant, il entend un groupe d'aventuriers se disputer. Leur porteur est blessé et ne peut participer temporairement aux missions. Sur ce, la jeune fille suggère qu'ils travaillent seuls tous les trois. Cependant, un autre membre du groupe lui rappelle qu'ils seront sans défense face aux attaques ennemies pendant qu'ils porteront la charge. Cependant, la jeune fille maintient son idée et affirme qu'ils n'ont pas le temps de chercher un nouveau porteur pour le moment. En entendant cela, Kurt décide d'approcher le groupe et de proposer son aide. Il affirme que, même s'il est très mauvais au combat, il est au moins excellent comme porteur. Mais dès qu'elle le voit, la jeune fille commence à le mépriser, le considérant comme un enfant. Cependant, l'autre membre du groupe la réprimande, affirmant qu'ils ont le même âge. À ce moment-là, le frère de la fille s'excuse auprès de Kurt pour son impolitesse. Il lui répond que le métier de porteur n'est pas simple du tout, et que, dans leur cas, la situation est encore pire. Ils devront transporter des golems de fer de plus de 200 kg, ce qui nécessite des compétences spécialisées. Cela dit, il le congédie et suggère à Kurt de travailler avec un autre groupe d'aventuriers. Cependant, apprenant que la charge ne pèse que 200 kg, Kurt affirme pouvoir la porter facilement. Pour prouver sa véracité, Kurt soulève les deux hommes du groupe qui, outre leur poids naturel, portent également une armure très lourde, pesant ainsi plus de 200 kg. Voyant que le garçon est un excellent porteur, le groupe décide de partir en mission aux côtés de Kurt. En chemin, Sakura, l'un des membres du groupe, se présente comme Kan, un guerrier costaud. Bien qu'il porte une épée, Kan affirme que c'est surtout pour décorer, car après tout, sa spécialité est de vaincre ses adversaires. Quant à l'autre membre du groupe, il se présente comme Dando, un samouraï et chef du groupe. Enfin, la jeune fille se présente comme Sina, une ranger. Alors qu'ils avançaient un peu, Kurt finit par avoir besoin de l'aide de Sina pour se débarrasser d'un slim. Et contrairement à ce qu'il pensait, Kurt reçoit le soutien du groupe au lieu de leur colère. Il voit ainsi la différence entre ce groupe et son ancien groupe, où la moindre erreur était source de bagarres et d'humiliation. Kurt se met alors à pleurer d'émotion, faisant croire à Sina qu'il a été blessé lors du combat contre le slim. En continuant leur chemin à travers une grotte, Kurt et les autres croisent un gobelin, mais Danzo achève l'ennemi d'une seule attaque. Cependant, peu après, ils entendent les cris désespérés des autres gobelins, qui semblent résonner de toutes parts, suggérant que la horde est plus nombreuse qu'ils ne l'imaginaient. Kan remarque alors que l'entrée semble également infesté de gobelins. Sina demande alors ce qu'ils doivent faire, et Danzo répond froidement qu'ils doivent se préparer au combat difficile qui les attend. En entendant cela, Sina commence déjà à désespérer, car ils n'auront aucune chance face à tous ces gobelins. Kurt, quant à lui, trouve un passage secret dans l'un des murs et entre précipitamment. Sina fait de même, mais ferme la porte, laissant Danzo et Kan dehors. Kan explique alors à Kurt que trouver une issue face aux gobelins n'est pas chose facile. Il envoie donc Kurt en avant tandis qu'il reste en arrière pour combattre. Mais en entendant cela, Kurt refuse de s'enfuir et les laisse combattre seul. Il demande plutôt à se battre à leur côté. Sina lui rappelle alors qu'il est incapable de vaincre un slim, et qu'il ne ferait donc que les gêner dans le combat contre les gobelins. Kan, après avoir entendu cette dispute, leur ordonne d'arrêter le combat. Danzo, quant à lui, demande à Kan s'il regrette de s'être sacrifié pour sauver Sina.
Quand lui répond qu'il le regretterait toujours, car mourir pour protéger sa sœur est le plus grand honneur qu'un frère aîné puisse recevoir. Danzo le comprend, car mourir sans honte est la plus grande fierté d'un guerrier. Quand lui rappelle également qu'il n'y a pas de regret lorsqu'on se bat pour assurer la survie de ses amis. En entendant quand le traiter comme un ami, Kurt est ému, mais aussi triste, car il ne peut rien faire pour les aider. Sina le rassure en lui disant que son frère et Danzo survivront aux gobelins. Elle illumine ensuite la pièce et appelle Kurt. Mais à peine a-t-elle fait quelques pas vers la sortie que Sina est surprise par un golem de fer et tombe au sol sans réagir. Pendant ce temps, Eurychia et Lise se rendent à l'auberge où Kurt devrait se trouver, mais lorsqu'elles arrivent à sa chambre et ne le trouvent pas, ils ne comprennent rien, jusqu'à ce que soudain, Bandana, dehors, disent que Kurt était dans les grottes à l'Enoredela, avec un groupe d'aventuriers nommé Sakura. En entendant cette voix, Eurychia et Lise sortent pour voir qui pourrait être derrière tout ça, mais elles ne trouvent personne d'autre. Eurychia analyse les informations fournies et en déduit qu'il pourrait s'agir d'un piège visant à les attirer dans les grottes potentiellement infestées de gobelins. Mais quelle que soit la véracité de l'information, Eurychia décide d'aller vérifier si Kurt s'y trouve. En entendant cela, Lise demande à l'accompagner. Cependant, Eurychia refuse d'abord de l'emmener dans un endroit aussi dangereux, mais Lise lui rappelle qu'elle la protège et qu'ils ne peuvent donc pas être séparés. De plus, Lise lui assure qu'elle a déjà appris suffisamment de magie pour se défendre. En entendant cela, Eurychia décide de l'emmener, mais demande à Lise de promettre de ne jamais la quitter. Une fois sur place, il trouve Danzo et Kan face à une horde de gobelins et les affronte. Pendant ce temps, Sina, toujours sous le choc du golem de fer, s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraîné dans cette mission dangereuse avec son équipe. De plus, Sina se sent coupable que Kan et Danzo aient risqué leur vie pour gagner du temps, car au final, ils ne pourront rien faire pour sortir vivants de cette grotte. Mais la voyant si effrayée, Kurt la rassure en lui disant qu'il s'occupera des dragons pour qu'ils puissent s'échapper. Kurt élimine alors tous les dragons en une fraction de seconde, laissant Sina complètement sous le choc. Cependant, Kurt l'informe qu'il est déjà habitué à extraire des golems de fer. Soudain, Eurychia et Lise entrent dans la pièce et se demandent ce qui s'y passe. Sina informe alors que Kurt a achevé les dragons golems d'un seul coup, parlant même de minage. En suivant Kurt, Eurychia le rassure au sujet de Danzo et Kan, affirmant qu'ils sont vivants et que, bien que blessés, leurs vies ne sont plus en danger. Alors qu'ils se dirigent vers les autres membres de l'équipe, Eurychia entend Danzo et Kan la remercier, qui reconnaissent l'aide précieuse qu'elle leur a apportée. Cependant, Eurychia affirme n'avoir rien fait de mal, et au lieu d'en discuter, se concentre sur l'atelier qu'ils sont sur le point de créer. Elle annonce qu'elle y travaillera comme aventurière en chef. Elle demande donc à Kurt de travailler à ses côtés. Bien que l'offre soit intéressante, Kurt hésite à l'accepter, car il travaille actuellement avec le groupe Sakura. Kan lui suggère cependant d'accepter l'offre, et lui dit de ne pas s'inquiéter pour le groupe Sakura. Eurychia, quant à elle, affirme que l'atelier aura besoin de main-d'œuvre aventurière, puisqu'il vient d'ouvrir. Elle demande donc au groupe Sakura de travailler également à l'atelier. Le lendemain, Mimiko est convoquée pour tester les compétences de Kurt, et à la fin, elle atteste qu'il a un rang SSS dans tous les domaines. Cependant, elle le trompe, en disant qu'il n'est qu'un rang B standard. Mais à la fin, Mimiko révèle à Eurychia que le garçon a un pouvoir magique latent bien plus grand que le sien. Et précisément pour cette raison, Mimiko dit qu'il a eu de la chance d'avoir été correctement évalué par elle. Après tout, si on découvrait qu'il est un rang SSS, Kurt pourrait avoir de sérieux problèmes. Et quant à la réceptionniste locale, elle finit par entendre toute la conversation, mais se bouche les oreilles, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Et pendant le voyage, Kurt est étonné de la vitesse qu'en a Eurychia. Elle commente un peu plus la ville frontalière où ils se rendent, précisant que cet endroit était autrefois une base militaire à la frontière du pays des démons. Poursuivant son explication, Lise précise que cette ville continue de recevoir l'aide de l'Alliance, même si elle n'a pas de vice-roi désigné. Pendant ce temps, Kan change de sujet pour en savoir plus sur le maître d'atelier qu'ils vont visiter, et Eurychia, quelque peu gênée, répond simplement que c'est un maître d'atelier très honorable. Et puis, en s'approchant des remparts de la ville, Kurt se souvient qu'il a travaillé à leur réparation, et se souvenir qu'il a été renvoyé après 3 jours de travail le déprime un peu. Mais lorsqu'il constate que les murs n'ont pas été terminés depuis son départ, Kurt en déduit qu'il les répare différemment. Et lorsqu'ils arrivent à l'espace vide où sera installé leur atelier, tout le monde est stupéfait par la taille de l'endroit. Après tout, cela ressemble plus à un terrain abandonné qu'à autre chose. Waouh! Kan demande ce qu'ils devraient faire, et Eurychia répond qu'ils devront attendre à l'auberge que le studio soit enfin terminé. Cela dit, elle se tourne vers Kurt et lui demande s'il est capable de construire le studio seul. À cette question, tout le monde est effrayé à l'idée que le garçon puisse faire tout cela seul. Et Kurt, lui, répond qu'il sera impossible de faire tout ça en une seule journée. En fait, il peut tout terminer en 3 jours. Alors Eurychia le laisse construire le studio dans le temps qu'il veut, même si cela prend plus de temps que prévu, et elle est également disposée à fournir plus de matériaux s'il en a besoin. Kurt note donc les éléments les plus importants sur un morceau de papier et le lui donne. Après avoir reçu la demande de matériaux de Kurt, Eurychia convoque tout le monde à l'auberge, car il faut maintenant laisser Kurt travailler plus confortablement sur le projet. À un autre moment, Eurychia rencontre tous les aventuriers. Sina leur révèle alors que ces golems dragons
dragons de fer ont été vaincus par Kurt seul, car il avait affirmé être habitué à extraire ce type de monstre. Après avoir dit tout cela, Sin demande qui est exactement ce garçon. Eurychia décide alors de commencer par parler d'elle et de Lise. Dans ce cas, Eurychia dit qu'elle était une aventurière au service direct de la famille royale, tandis que Lise se présente comme la troisième princesse du royaume. En entendant cela, Quand se lève aussitôt l'air étonné. Quant à Lise, elle informe qu'elle cache actuellement sa véritable identité et recommande donc à tous de l'appeler Lise afin de ne pas éveiller les soupçons. En entendant tout cela, Sina demande si Kurt est lui aussi un membre de la famille royale, vu son talent. Eurychia répond qu'en réalité, il n'est pas de la famille royale, car ils ignorent qui il est. La seule chose qu'ils savent, c'est que ses compétences au combat sont toutes de rangée, tandis que toutes celles qui ne sont pas liées au combat sont de rang SSS. Et bien qu'il soit une rareté, Eurychia dit que Kurt n'a aucune idée de tout ce pouvoir qu'il possède. Après tout, ils lui ont tout caché, et on dit qu'au mieux, Kurt n'est qu'un rang C ou B. Ayant dit tout cela, Eurychia révèle que le nouveau maître d'atelier est Kurt lui-même, mais cela restera également un secret pour lui. Et en entendant cela, Sina demande pourquoi il le trompe. Après tout, il pourrait simplement dire la vérité à Kurt. Cependant, Eurychia dit que même si Essil apprenait la vérité, Kurt n'en croirait probablement pas un mot. De plus, il n'aurait aucun moyen de savoir quels individus mal intentionnés pourraient tenter d'exploiter les pouvoirs de Kurt si cela était révélé. En entendant cela, Sina devient encore plus irritée, car elle en déduit que Eurychia essaie de protéger Kurt pour pouvoir l'exploiter. À ce moment-là, Quand intervient au milieu de la discussion pour tenter de contrôler sa sœur. Cependant, Sina affirme qu'elle n'a pas besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire de plus. Après tout, Sina comprend déjà tout ce qui se passe. Quand serre alors la jeune fille dans ses bras, dans l'espoir de la calmer un peu plus. Puis, Lise poursuit ce que Eurychia disait et affirme que Kurt a réussi à briser la malédiction qui pesait sur elle en préparant simplement du porridge maison. Eurychia informe alors tout le monde qu'une personne poursuit Lise et qu'à cause de cela, ils ont dû se réfugier dans cette ville frontalière pour construire le nouveau studio, afin que le suspect se révèle tôt ou tard. Quant à Kurt, Eurychia affirme que sa pureté la pousse à vouloir le protéger face au chaos qui les entoure. Cela dit, Lise demande à tout le monde de garder le secret de Kurt afin de pouvoir le protéger ensemble. Danzo accepte alors immédiatement de suivre les ordres de la princesse. Après tout, les aventuriers ont le devoir de suivre les ordres de la royauté. De plus, Danzo affirme être prêt à soutenir Kurt, même s'il doit le tromper pour y parvenir. Après tout, ils sont déjà amis. Quand en fait autant, car il n'a besoin d'aucune raison particulière pour soutenir ses amis et compagnons. Quant à Sina, elle montre qu'elle n'est pas prête à mettre ce plan à exécution. Après tout, ils ne connaissent Kurt que depuis quelques jours, et elle ne pense donc pas qu'il devrait lui jurer une telle loyauté dès maintenant. En entendant cela, Eurychia dit la comprendre, car après tout, elle ne connaît Kurt que depuis 6 jours. Sina change alors d'avis et demande un peu de temps pour réfléchir. Remarquant les agissements quelque peu suspects de sa sœur, Quand va voir Eurychia et la rassure, lui disant que Sina s'habituera bientôt à la situation et les soutiendra. Pendant ce temps, Sina marche dans les rues, souffrant de tout ce qu'elle vient d'entendre, et convaincue que Kurt devrait également être au courant de tout ce qui se passe. Elle va ensuite parler au garçon, et est surprise de constater que Kurt a déjà construit une bonne partie de l'atelier. Dès qu'il la voit, Kurt va voir la fille et lui dit qu'il n'a pas encore terminé l'atelier. De son côté, Sina est surprise qu'il ait creusé tout cela en si peu de temps. Kurt explique alors qu'il a un rang B en exploitation minière, alors qu'il est en réalité un rang SSS. Mais il pense que ce rang suffit à le rendre si agile. En entendant cela, Sina meurt intérieurement et se dit à voix haute qu'un joueur de rang B ne serait jamais aussi performant en exploitation minière. Et même si Kurt l'impressionne, il pense que ce n'est pas aussi surprenant qu'on le pense, car il pense qu'il devrait être encore plus rapide. Et voilà, Sina décide d'aborder un sujet plus franc avec lui et lui demande s'il n'est pas contrarié de se voir imposer tout ce travail. Kurt, de son côté, affirme qu'il ne se sent pas sous pression, car il veut se rattraper de son incapacité à jouer dans son ancien groupe. Pendant ce temps, Danzo rencontre Bandana, qui l'informe qu'un groupe appelé 1000 Faces tente de détruire le groupe Sakura à la demande d'un autre groupe anonyme, qui à son tour veut la tête de Sakura pour avoir pris un travail qui leur appartenait. Et à cause de ce ressentiment absurde, ils veulent mettre fin au groupe Sakura. Après avoir entendu tous les détails transmis par Bandana, Danzo se rend dans un bar où il rencontre Bibinok, l'un des membres du groupe aux 1000 visages. Dès qu'il est découvert, le type prend la fuite pour échapper à Danzo, mais il finit par être rattrapé. Danzo lui ordonne alors de rester loin de ses amis, mais le laisse en vie. Quant à Bandana, elle reste cachée, observant les actions de Danzo et affirme qu'il aurait dû achever la cible avant de devenir un problème à l'avenir. Soudain, Bandana remarque la présence de Marlefils, et comme on lui a conseillé de rester loin de cette personne, elle décide de partir pour la ville natale de Kurt. Et voilà, 3 jours plus tard, tout le monde se rend au studio et est surpris de voir l'endroit luxueux que Kurt a réussi à construire en si peu de temps. Quant au garçon, il emmène tout le monde visiter l'intérieur du manoir, et à la fin, demande à Eurychia quand l'atelier Mester arrivera. Elle change de sujet et explique qu'il est apparemment très en retard, ce qui explique son arrivée retardée. Après avoir découvert que Kurt dormirait dans une partie peu noble du manoir, tout le monde lui demande de dormir dans une des chambres. Cependant, il faudra 2 heures pour le convaincre, et on lui demande de rester dans cette chambre jusqu'à l'arrivée de l'atelier Mester. Il accepte ensuite de dormir
dormir dans la chambre en tant que gardien, mais précise qu'il partira dès l'arrivée du maître d'atelier. Eurychia, quant à elle, lui demande s'il pourrait placer une barrière anti-malédiction autour du manoir. À cette demande, Kurt répond que c'est un peu difficile à réaliser, et Eurychia précise qu'elle devra utiliser les talismans anti-malédiction reçus de Mimiko. Alors qu'elle distribuait les talismans dans la maison, elle arriva dans la chambre de Liz, la pièce la plus importante à protéger. Soudain, Liz sortit en criant le nom de Kurt et en disant qu'elle l'attendait. En entendant cela, Eurychia lui demanda ce qu'elle attendait exactement, et Liz répondit qu'elle était prête à prendre le garçon dans son lit. Et lorsqu'elle la remarque en train de dire toutes ces obscénités, Eurychia est choquée et se met à parler fort. Liz lui demande alors de se contrôler un peu pour éviter de réveiller les autres. Au cours de la conversation, Liz taquine Eurychia, devinant qu'elle est jalouse à l'idée que Kurt puisse aller dans sa chambre. Cependant, Eurychia se contente de lui dire de traiter Kurt comme le garçon pur et innocent qu'il est. Eh bien, le lendemain, Liz va voir Kurt avec des vêtements plus légers, ce qui laisse Eurychia à nouveau sous le choc. Elle demande alors à la princesse d'arrêter de porter des vêtements aussi insolents. Quant à Kurt, il dit qu'il a lui aussi trouvé ses vêtements étranges au début, mais qu'il a fini par les ignorer après que Liz lui a dit que c'était ses vêtements décontractés. Et après que tout le monde se soit assis pour manger, Eurychia remarque que Kurt a disparu, puis le poursuit et découvre que le garçon effaçait les symboles des talismans anti-malédiction qu'elle avait placés sur les murs, car il croit que ces choses ne sont que d'étranges gribouillis. Mec, sérieusement, il est vraiment stupide, mais j'aime sa pointe parce qu'il a un cœur pur. Liz a été le meilleur des personnages jusqu'à présent, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment le demander mais vous ne l'obtiendrez pas avec ce protagoniste. Alors laissez un like et abonnez-vous si vous voulez la suite, et à bientôt dans la prochaine vidéo, j'y vais.